Sur un tout autre plan, des experts guinéens de haut niveau impliqués dans l'analyse de faits conflictuels ayant jalonné l'histoire de la Guinée, historiens, anthropologues, académiciens, formeront dorénavant un comité consultatif dans la conduite des consultations afin de réconcilier les Guinéens. Telle est en tout cas la nouvelle démarche de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Alors vivement l'efficacité de cette nouvelle option. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Assouma. Cette fois-ci, le comité de réconciliation nationale a rencontré les historiens, les psychologues, mais aussi les témoins de l'histoire de la Guinée, pour qu'ensemble, ils choisissent les approches les plus adaptées à une réconciliation nationale. L'objectif ultime est d'amener les Guinéens à assumer leur passé pour construire le futur. Aujourd'hui, nous avons mis en place un cabinet d'experts pour pouvoir rencontrer la population dans le cadre d'une consultation pour avoir les desiderata des uns et des autres pour que nous puissions faire notre rapport au président de la République. Le prochain programme consiste à aller écouter les populations et prendre en compte leur opinion sur les modalités de mise en œuvre en vue d'une véritable promotion de la paix. Nous avons eu les points focaux des préfectures. Ensuite, nous avons eu le cabinet pour le cabinet d'experts. Et aujourd'hui, nous avons le comité consultatif. C'est augmenter les moyens pour soutenir la réflexion. C'est ce que nous faisons. Et nous pensons que le mois de juin trouvera que nous avons terminé notre rapport et que nous l'avons déposé au président de la République. C'est lui maintenant qui verra qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les voies et moyens à prendre pour que le Guinéen se retrouve autour de la même table. Au cours de cette réunion de réflexion, beaucoup de voyages d'études sont envisagés pour organiser des sessions de formation et d'information. Une initiative du président de la République. C'est le mandat que le président de la République a confié au coprésident de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Et c'est ce que nous nous apprêtons à faire maintenant, après avoir recruté un cabinet d'experts internationaux qui vont nous aider à administrer les différents questionnaires. Plus la mise en œuvre de cette réconciliation est accélérée, plus les Guinéens auront la chance d'amorcer un développement durable dans l'harmonie. Partager son expérience en création et en management d'entreprise, Lamine Guirassi, PDG d'Adafo Média, s'est livré à cet exercice devant des étudiants en administration des affaires et leurs responsables à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Au sorti de cette rencontre, les étudiants disent avoir appris bien des leçons. Gibril Ba y était. Ils l'attendaient et enfin ils ont pu l'écouter avec une sagesse la plus absolue. Ces étudiants en licence 2 ont hâte de concilier leurs cours théoriques à la vie pratique. Surtout quand il s'agit de leur domaine et Lamine Guirassi partage son savoir-faire. C'est dire qu'il faut croire dès le début. Parce que votre propre ennemi, c'est vous-même, en fait. Si jamais, dès le départ, vous dites, vous fixez des barrières, ça n'a pas de sens. Après, à l'extérieur, ça vient tout seul. Plusieurs fois, ça peut être étonnant parce que on dit, il a la double nationalité, il est français, donc c'est plus facile pour lui, peut-être d'avoir des relations avec des sociétés françaises et tout, entre autres. Rien de tout ça, mon cher ami. Les étapes de la création de toute entreprise enregistrent des dures réalités. Le PDG d'Adafo est passé par là, dit-il. Il reste un modèle pour ses étudiants et le recteur de l'université estime que chacun d'eux pourrait y arriver en explorant différents domaines. Aujourd'hui, la création d'entreprises devient une opportunité à saisir pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés. Et cela va en droite ligne de la politique du gouvernement du professeur Alpha Condé qui met tout en œuvre pour l'autonomisation des jeunes. Le feedback a été apprécié par les apprenants après plusieurs questions posées. Nous avons tous décidé de limiter, c'est-à-dire faire plus que lui. Donc nous sommes à ce point et il nous a aussi donné des notions comment le faire plus que lui ou bien comme lui. C'est au niveau des initiatives comme pour créer un projet. Au niveau du TIC, il a parlé d'avoir la pension et puis la pension, c'est-à-dire d'avoir encore le goût des risques, être dynamique au niveau de la création des emplois du projet. Un peu de ça.
Les autorités de l'université voudraient que cette même expérience soit démultipliée aux prochaines promotions. Crasseux, décrépit, piteux, le cimetière de Yimbaya affiche grise mine, de quoi susciter les complaintes des populations désireuses de voir leur cimetière remblayé. L'État est interpellé. Reportage signé Malade Tanta Diallo. Le gardien reste logique par rapport à sa mission. Il a aperçu un inconnu dans le cimetière dont il assure la garde. Sa première réaction est mettre aux arrêts le suspect. Surtout par le passé, les vols sont récurrents ici. Il y a des choses qui disparaissent ici. Si je vois quelqu'un ici alors que c'est moi qui assure la garde ici, je ne connais pas la personne, ma première réaction est de lui mettre aux arrêts. C'est lorsque je lui ai conduit au chef du quartier, il a avoué qu'il était venu chercher du bois. Mohamed Kamara ne se reproche de rien. Il était venu chercher du bois, dit-il. Une interrogation demeure tout de même. Le cimetière n'est pas approprié à ce genre d'activité. Non, je suis venu chercher du bois. C'est au moment où j'entachais mon fagot, le gardien m'a aperçu. J'ai pris peur et je me suis caché. Finalement, il est venu m'arrêter et me conduire au chef du quartier, m'accusant de tous les vols qui s'effectuaient ici, alors que moi, j'étais venu juste chercher du bois. Le chef du quartier est tenu au courant. Le jeune suspect n'est pas déféré, mais des suspicions pèsent sur sa personne. Le premier responsable de Simbaya 2 accentue son intervention sur les difficultés du cimetière. Quand il y a décès, il y a des endroits où il faut faire recours aux puisatiers pour qu'ils puissent venir nous aider à creuser la tombe. Sans cela, ils peuvent commencer de 8 heures jusqu'au moment où on envoie le corps pour l'enterrement. Ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, de creuser la tombe, parce que tout est rocailleux. Si, en tout cas, on peut avoir des personnes de bonne volonté pour que nous puissions faire le remblai de ce cimetière-là, ça nous fera plaisir. C'est connu, les profanations des tombes sont fréquentes en Guinée pour des activités mystiques. Mais le plus souvent, les personnes qui se rendent coupables de cette pratique opèrent la nuit. L'actualité sur le continent, le président Alassane Ouattara a affirmé jeudi qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens à la CPI, Cour pénale internationale, estimant que son pays avait désormais une justice opérationnelle. Des propos tenus à l'issue d'une rencontre à Paris avec le président François Hollande. On écoute le président ivoirien. Bonsoir. Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI. Et puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Et cela, ce serait donc la meilleure option. Et le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. De nombreux sont en Côte d'Ivoire qui estiment que justice doit être rendue. Le plus tôt serait le mieux. Malheureusement, le procès prendra 2 à 3 ans. À 4, évidemment, serait très long pour les victimes. L'actualité dans le reste du monde, en bref, des milliers de civils étaient bloqués ce vendredi près de la frontière turque après avoir fui l'offensive du régime soutenu par l'allié russe dans la province d'Alep. Un nouveau drame humanitaire en Syrie où le conflit doit faire l'objet de nouvelles consultations à l'ONU. Image ici de gens qui fuient vers la frontière turque près d'Azaj. L'administration américaine estime que les effectifs du groupe État islamique en Libye ont grimpé à 5000 combattants alors qu'ils ont baissé en Irak et en Syrie. C'est en tout cas ce qu'a indiqué jeudi un responsable américain de la défense. L'organisation djihadiste tisse sa toile depuis une décennie sous différents noms dans la région. Suivez. Juin 2014, le groupe État islamique s'empare de la deuxième ville irakienne, Mossoul, puis proclame un califat à cheval sur l'Irak et la Syrie. L'organisation djihadiste et son chef Abou Bakr al-Baghdadi prennent le monde par surprise. Mais le groupe tisse sa toile depuis une décennie sous différents noms, puisant ses racines dans l'invasion américaine de l'Irak qui déloge Saddam Hussein en 2003. Aux origines, un homme, Abou Moussab al-Zarqawi, ce Jordanien s'impose à la tête de l'insurrection contre l'armée américaine et les politiciens, principalement chiites, qui ont pris le pouvoir.
Très vite adoubé par Oussama Ben Laden, Zarqawi prend la tête d'Al-Qaïda en Irak. Son but déjà, rendre le pouvoir aux sunnites et établir un État islamique. Zarqawi est tué en 2006. Al-Qaïda en Irak devient l'État islamique en Irak, mais rejeté par les tribus sunnites locales, s'essouffle. Le groupe renaît avec la guerre civile syrienne. Abu Bakr al-Baghdadi, autre vétéran de la rébellion anti-américaine, est désormais à sa tête. En 2013, il propose de fusionner avec le front Al-Nosra, actif en Syrie. Mais Al-Nosra refuse et Abu Bakr al-Baghdadi est désavoué par Al-Qaïda. C'est la rupture, mais Abu Bakr al-Baghdadi et son nouvel État islamique en Irak et au Levant, transformé en État islamique en 2014, poursuit son extension. Le territoire du califat décrété par le groupe État islamique s'est réduit depuis le lancement en août 2014 d'une contre-offensive soutenue par des forces internationales. Mais l'organisation contrôle toujours de larges territoires et d'importantes villes comme Mossoul en Irak ou Raqqa en Syrie. Grâce au trafic de pétrole, d'antiquités, aux extorsions, à un système de taxes, il dispose d'un trésor de guerre. Il compte des milliers de combattants, dont des ex-officiers de l'armée de Saddam Hussein et de nombreux étrangers. Attentats spectaculaires contre ses ennemis proclamés dans la région ou plus loin comme en France, frappé sur son sol le 13 novembre 2015, décapitation filmée d'otages, le groupe État islamique a fait de la mise en scène de l'horreur une marque de fabrique. Et pour finir, Barack Obama a annoncé une aide de 450 millions de dollars pour financer un plan de paix en Colombie. Le gouvernement colombien et la guérilla des FARC mènent depuis 3 ans des négociations destinées à mettre fin à plus de 50 ans de conflits armés. Suivez. As Colombia transitions to peace, de la même manière que les États-Unis ont été un partenaire de la Colombie en temps de guerre, j'ai dit au président Santos que nous serons votre partenaire pour favoriser la paix. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer un nouveau programme pour le prochain chapitre de notre partenariat et nous allons l'appeler Paix Colombie, la Paz Colombia. Les États-Unis vont travailler en coopération avec la Colombie au moment où elle transitionne vers la paix. J'ai proposé que plus de 450 millions de dollars soient débloqués pour aider à renforcer les acquis en matière de sécurité, réintégrer les anciens combattants au sein de la société et renforcer l'état de droit dans des zones où il est absent depuis des décennies. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme ce journal. Au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles, je vous dis merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Espace TV. Bonsoir à toutes et à tous.